Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission Regard FGTB. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui risque bien de vous étonner. Il s'agit d'un économiste, mais d'un genre un peu particulier. Un économiste qui, contrairement à la plupart de ses semblables, ne va pas nous dire que c'est la crise, que nous avons vécu au-dessus de nos moyens et que nous sommes donc condamnés à l'austérité et au sacrifice pour les 30 ou 40 ans qui viennent. Cet économiste pas très orthodoxe, le voici, il s'appelle Olivier Bonfons. Et vous allez voir que ce qu'il raconte nous concerne, vous concerne directement. Olivier Bonfons, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc économiste, conseiller au CEPAG, le Centre pour l'éducation populaire André Genot. Et vous êtes aussi membre du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, vous venez de publier un livre paru aux éditions Aden, que j'ai sous les yeux, et qui s'appelle « Et si on arrêtait de payer ?» Il y a aussi un sous-titre à ce livre que je vous lis, 10 questions-réponses sur la dette publique belge et les alternatives à l'austérité. Alors, la plupart de vos collègues économistes que l'on entend à longueur de semaines et d'années sur les antennes, qu'on lit dans les journaux, nous disent en permanence qu'il va falloir se serrer la ceinture, que c'est la crise, que c'est l'austérité. Manifestement, vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Oui, donc il y a une idée qui est très présente dans les médias et au sein, disons, de la collectivité des économistes, disons, néolibéraux. C'est l'idée selon laquelle les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens depuis de nombreuses années. Donc l'État a dépensé sans compter et les citoyens belges ont profité de manière inconsidérée des allocations sociales, des dépenses de santé, des services publics, etc. Et donc que c'est toutes ces dépenses publiques excessives qui ont provoqué une augmentation de la dette et qu'à un moment donné, quand on a vécu au-dessus de ses moyens, c'est normal, on doit se serrer la ceinture, la dette devient trop importante et donc il faut faire des sacrifices pour la rembourser. Mais cette idée, cet argument, qui est très important parce qu'il constitue l'argument principal aujourd'hui pour justifier les plans d'austérité qu'on est en train de mettre en place en Belgique, mais aussi dans les autres pays de l'Union européenne, est faux. C'est une idée qui ne se vérifie pas dans les faits. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver que cette idée est fausse? En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut aller sur le site de la Banque nationale de Belgique et regarder la façon dont les dépenses publiques ont évolué ces 30 dernières années. Et on se rend compte, en fait, quand on regarde l'évolution des dépenses publiques en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse produite chaque année par les citoyens belges, que ces dépenses publiques ont été incroyablement stables. Elles ont même, pendant toute une série d'années, diminué. Mais globalement, sur 30 ans, elles sont restées parfaitement stables, c'est-à-dire aux alentours de 42-43% du produit intérieur brut. Et donc, en fait, on se rend compte que les Belges n'ont absolument pas vécu au-dessus de leurs moyens ces dernières années. Et en réalité, ça c'est peut-être un peu plus technique, mais je l'explique dans le livre, qu'en fait les Belges ont vécu non pas au-dessus, mais en dessous de leurs moyens. Chaque année, les Belges ont, entre guillemets, économisé de l'argent, c'est-à-dire que via les impôts et les taxes, ils ont payé à l'État belge, au pouvoir public, ce qu'ils recevaient en retour via justement les dépenses sociales, etc. Et bien, chaque année, il y a eu ce qu'on appelle un surplus primaire, c'est-à-dire que les recettes de l'État étaient supérieures aux dépenses et que cette différence entre les recettes et les dépenses était systématiquement utilisée pour rembourser les grands créanciers, c'est-à-dire les grandes banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, etc. Et donc, en fait, on voit très bien que les Belges n'ont pas vécu au-dessus, mais bien en dessous de leurs moyens. Et donc, une question nous vient à l'esprit, évidemment, tout de suite, c'est d'où vient la dette, alors, en quelques mots? Donc, en quelques mots, parce qu'effectivement, c'est difficile en 1 ou 2 minutes d'expliquer l'ensemble des facteurs qui ont provoqué l'augmentation de la dette publique belge ces 30 dernières années. Mais globalement, on peut dire que la dette publique belge provient de 4 facteurs. Le premier facteur, le plus récent, c'est la crise financière et les sauvetages bancaires qui ont été réalisés par les pouvoirs publics belges en 2008 et en 2011 pour Dexia. Et donc, si on analyse l'ensemble des dépenses qui ont été injectées dans le secteur bancaire et de l'assurance au cours de ces dernières années, on se rend compte que ces sauvetages-là ont coûté très cher. Et ils ont coûté globalement plus de 30 milliards d'euros, 32,5 milliards pour être exact, au pouvoir public belge, ce qui a provoqué une augmentation de 32,5 milliards d'euros de la dette, puisque
toutes ces injections de capitaux dans les secteurs financiers ont été financées via l'émission de titres de la dette publique sur les marchés financiers. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est l'explosion des taux d'intérêt fin des années 70, qui est en fait la conséquence d'une décision unilatérale des États-Unis d'avoir augmenté quasiment quadruplé, donc augmenté, multiplié par 4 les taux d'intérêt du jour au lendemain, et il y a eu un effet de contagion mondiale. Et la Belgique s'est retrouvée fin des années 70, début des années 80, écoutez-moi bien, à devoir emprunter à des taux d'intérêt dépassant les 10%. Aujourd'hui, on se plaint que l'Italie, le Portugal empruntent à des taux très élevés, 4, 5, 6%, mais fin des années 70, début des années 80, la Belgique a émis des titres de la dette publique en devant payer un taux d'intérêt dépassant les 10%. Et donc, évidemment, ça a représenté des sommes très très importantes, et il y a eu ce qu'on appelle en économie un effet boule de neige, un effet d'emballement, avec des charges d'intérêt qui ont explosé, et donc qui ont fait que la Belgique a dû s'endetter pour payer les intérêts. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est les cadeaux fiscaux. On peut parler de politique fiscale socialement injuste. Donc, depuis maintenant de nombreuses années, les pouvoirs publics belges ont fait toute une série de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux grands détenteurs de capitaux. Je suppose que vous parlez là des intérêts notionnels. Les intérêts notionnels sont un des éléments clés qu'on a mis en place ces dernières années. Et vous le savez, la FGTB Wallonne a réalisé de nombreuses études sur la question. Et on estime par exemple, si on prend les intérêts notionnels, que les intérêts notionnels représentent chaque année entre 3 et 5 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Et donc, quand vous mettez en place des mesures fiscales comme la diminution de la progressivité de l'impôt, les intérêts notionnels ou toute une série d'autres mesures fiscales qui favorisent les grandes entreprises et qui font qu'elles n'ont plus à devoir payer des impôts à l'État, eh bien évidemment, vous avez les recettes qui diminuent et donc l'obligation de devoir s'endetter pour financer les dépenses sociales qui, comme je l'ai montré au début, n'ont pas augmenté. Alors le quatrième, c'est un autre élément, mais qui est très important, c'est la politique monétaire. Il faut se rendre compte, il faut se souvenir qu'en 1992, on a signé le traité de Maastricht. Et dans le traité de Maastricht, il y a l'article 104. Et que dit cet article 104 du traité de Maastricht? Il dit à partir d'aujourd'hui, enfin de 1992, les États ne peuvent plus emprunter à leur propre banque centrale pour financer leur développement et leurs dépenses sociales. Ils sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers. Avant 1992, que se passait-il? Un État devait réaliser des dépenses dans la santé, dans l'éducation, construire des routes, etc. Mais il pouvait emprunter à sa propre banque centrale, c'est-à-dire à lui-même, à du 0 ou à du 1%, faire les dépenses. Ces dépenses-là revenaient quasiment très rapidement, notamment via les cotisations sociales, la création d'emplois, etc. Il y avait une richesse qui se créait. Et donc l'État récupérait cet argent et pouvait alors se rembourser à lui-même à du 0 et du 1%. Depuis 1992, l'État belge maintenant emprunte environ à du 4-5% au marché financier. Ça a coûté très cher. En fait, on a calculé, et je le montre dans le livre, que le traité de Maastricht a coûté plus de 200 milliards d'euros rien qu'en intérêt de la dette avec cet article 104 qui est maintenant remplacé par l'article 123 du traité de Lisbonne. Donc voilà un peu très rapidement les 4 éléments qui expliquent l'évolution de la dette publique belge ces dernières années. Alors, je reviens au titre de votre livre, « Et si on arrêtait de payer ?» Donc le message est clair, le message c'est on arrête de rembourser cette dette qu'on estime en partie illégitime. Et je suppose que là aussi vous avez un certain nombre de retours et d'économistes plus classiques, on va dire, ou néolibéraux, qui vous rétorquent que vous êtes un fou furieux et qu'on court à la catastrophe. Oui, et notamment ceux qui disent l'élément clé, c'est qu'une dette, ça se rembourse. Et ça, c'est pas seulement les économistes, je veux dire, c'est disons, dans l'inconscient collectif, que quand on a une dette, toujours, c'est normal, on a emprunté, il faut rembourser. Et d'abord, je voudrais dire que oui, évidemment, normalement, une dette, elle se rembourse. Mais c'est très mal connaître le droit international que de penser que, quelle que soit la situation, un État doit toujours systématiquement rembourser les dettes. Il y a une série de situations où un État n'a pas à rembourser. Premièrement, légitime ou pas, que cette dette soit légale, légitime ou pas, un État peut décider de manière unilatérale de ne pas la rembourser et de suspendre le paiement. Alors, en fait, dans le droit international, il y a toute une série de principes qui disent plusieurs choses. D'abord, il y a par exemple le principe qui s'appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité dit clairement qu'un État n'a pas
à remplir ses obligations financières si le fait de les remplir implique des sacrifices trop importants à sa population. Les Nations Unies l'ont redit à de nombreuses reprises ces dernières années, un État ne doit pas, pour rembourser ses créanciers, mettre en danger l'ensemble du bien-être de sa population, c'est-à-dire, comme on le fait en Grèce par exemple, réduire de 40% le nombre d'hôpitaux publics, réduire les salaires et dégrader les conditions de vie de milliers de personnes en Grèce, mais aussi au Portugal, en Italie et en Belgique aussi, hein, puisqu'on est en train vraiment de voir une dégradation des conditions de vie ici pour les citoyens belges. Donc il y a ça, et plus globalement, alors il y a un principe général de droit international qui dit une chose très importante. Que dit ce principe? Il dit « les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers ». Et donc, à l'heure aujourd'hui où les pouvoirs publics belges sont en train d'attaquer de manière très dure la question des allocations de chômage, la question de l'éducation, la question de la santé, la question des retraites, qui représentent des sommes certes importantes, mais si on prend les allocations de chômage, le budget c'est environ 7 milliards d'euros. Donc là-dessus, on peut le faire, il faut faire des économies. Et par ailleurs, l'État belge, chaque année, pour assumer ses obligations financières à l'égard des créanciers, qui, je vous le rappelle, sont les principaux responsables de la crise qu'on connaît aujourd'hui au niveau mondial, c'est-à-dire 45 milliards d'euros. Donc les pouvoirs publics doivent payer chaque année 45 milliards d'euros aux créanciers, et là, il n'y a absolument pas de débat. Et donc, ce livre qui pose une question, et si on arrêtait de payer, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il va, c'est-à-dire de dire il n'est pas normal aujourd'hui que la question de la dette publique ne fasse même pas l'objet d'un débat. Et donc ça, c'est une chose, les questions de suspension de paiement. Et puis alors, il y a des dettes, tout simplement, qui ne se remboursent pas. Il y a des dettes qu'on appelle des dettes illégales. Donc quand une dette a été contractée sans respecter la loi, quand il y a eu volonté de truander de la part notamment du secteur financier qui a créé des produits toxiques et qui n'a pas assumé ses obligations en termes de transparence et d'information, comme on voit aux États-Unis et dans de nombreux pays. Maintenant, il y a des procès en cours que les banques sont en train de perdre parce qu'on voit qu'il y a eu volonté de truander de leur part. Quand il y a eu non-respect de la démocratie, c'est-à-dire qu'une dette, alors qu'il faut passer par le Parlement, elle n'est pas passée par le Parlement. On peut se poser quand même une série de questions. Donc, est-ce qu'il est légitime que les citoyens belges qui ne sont pas responsables de la crise remboursent la dette liée au sauvetage des banques qui, elles, pourtant, ont créé cette crise? Est-ce qu'il est légitime qu'on rembourse la dette alors que rembourser cette dette implique la dégradation des conditions de vie et de faire plonger des dizaines de milliers de personnes dans la précarité et l'exclusion sociale? Je pense qu'il y a toute une série de questions fondamentales qu'il faut se poser et c'est notamment l'objet du livre. Mais ce que vont vous rétorquer vos détracteurs, c'est que ne pas payer la dette signifie immanquablement provoquer un chaos, un tremblement de terre, une situation tout à fait catastrophique. Et donc, vous êtes évidemment en désaccord avec ça, je suppose. Je ne suis pas en désaccord par principe et pour le plaisir, mais quand on dit que le fait de ne pas rembourser va provoquer une grande catastrophe, c'est toujours ça qu'on entend effectivement dans les médias, vous avez parfaitement raison. Il faut alors à ce moment-là voir ce qui a déjà été fait autour de nous avant et voir s'il y a une catastrophe. Et en fait, quand on analyse la situation, on se rend compte qu'il y a toute une série de pays qui ont refusé de payer la dette et alors qu'on annonçait une catastrophe et qu'on a annoncé, on leur a dit si vous ne payez pas, il y aurait catastrophe. En fait, on s'est rendu compte que non seulement il n'y avait pas de catastrophe, mais que la situation s'améliorait pour ces pays. Premier exemple, je peux donner quelques exemples rapidement. L'Islande. L'Islande est le seul pays du continent européen à avoir décidé de ne pas sauver comme ça à tout prix l'ensemble de ses banques. Il a décidé de ne pas rembourser l'entièreté des dettes privées qui ont été nationalisées. Ça a été vraiment... tous les médias du monde entier ont crié au scandale, ont critiqué l'Islande. Ils ont tenu bon. Le gouvernement islandais n'était pas seul. Il y avait une pression populaire, et ça c'est très important de le souligner, qui a poussé le gouvernement islandais à avancer dans ce sens. Et maintenant, quelle est la situation pour l'Islande? C'est le pays
qui va avoir, selon les prévisions du Fonds monétaire international, les meilleurs taux de croissance en 2013. Les agences de notation viennent de relever la note de l'Islande. Et maintenant, écoutez-moi bien, le Fonds monétaire international vient de féliciter l'Islande pour les résultats et pour la situation, la bonne situation dans laquelle elle se trouve maintenant. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que si elle est dans cette situation-là, c'est pour avoir fait exactement l'inverse de ce que le Fonds monétaire international demande à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, voilà pour l'Islande, mais il y a d'autres cas alors très très intéressants vraiment à analyser, comme l'Équateur qui a mis en place un grand audit de sa dette et qui a prouvé que 80% de la dette publique équatorienne était illégale, odieuse ou illégitime. Et il a réussi, en se basant sur un audit, à rentrer dans une bataille avec les marchés financiers, dans une bataille avec ses créanciers, et à remporter la victoire et à utiliser cet argent, plutôt que de rembourser les créanciers, pour le mettre dans la santé et dans l'éducation, ce qui a amélioré les conditions de vie du peuple équatorien. Il y a l'Argentine qui, en 2001, a fait le plus gros défaut de paiement de l'histoire, avec 100 milliards de dollars, qu'elle a décidé de ne plus payer aux banques privées. On a annoncé une catastrophe. L'Argentine connaît un taux de croissance de 8% depuis 2001. L'Argentine, écoutez-moi bien aussi, ça c'est très important, se passe depuis 2001 des marchés financiers. L'Argentine n'a plus émis un seul titre de la dette publique sur les marchés financiers depuis 2001. Sa dette publique est à 36% du PIB, tandis que la dette publique belge, pour l'instant, est à 100% du PIB. Et donc, vraiment, là, il y a une série d'exemples qui montrent que les pays peuvent décider réellement de ne pas se soumettre aux desiderata et aux intérêts des créanciers et vraiment refuser de payer sur la base d'un audit. Et je terminerai en disant une chose, de toute façon, à ceux qui disent que c'est la catastrophe si on arrête de payer, il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui la catastrophe. On est en train de plonger tout le vieux continent dans la récession. Le fait de rembourser la dette provoque la dégradation des conditions de vie du peuple grec, portugais, italien. Et je vous l'assure, les conditions de vie des citoyens et des citoyennes belges vont se dégrader dans les années à venir si on continue à dire qu'il faut rembourser à tout prix et à appliquer l'austérité à vie. L'austérité, ça ne marche pas. La docilité face au marché financier ne marche pas. Et donc, il est fondamental de mettre la question de la dette publique en débat, dans le cadre d'un débat démocratique, et de se poser réellement la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette dette publique. Alors, vous abordez la question de la dette illégitime et de la dette légitime. Je vous propose de regarder un petit dessin animé qui explique ça de manière tout à fait pédagogique. La Belgique, c'est moule. C'est frites. C'est diable rouge. Son paradis fiscal pour les riches. Et sa dette publique. C'est quoi le stut avec la dette publique? le stut, c'est qu'on doit se serrer la ceinture pour la rembourser. Paraît qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, que maintenant, il faut faire des économies. En tout cas, c'est ce qu'ils disent à la télé. Oui, tu parles. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des sacrifices et que ça ira mieux demain. On entend toujours, hein? Bon, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Ils disent ça pour faire passer la pilule, hein? La pilule? Oui, l'austérité, les sacrifices, les plans coupe-coupe. Faut couper dans les dépenses publiques, couper dans les soins de santé, couper dans les salaires, couper dans les pensions, couper dans la culture, couper dans les chômeurs. Oui, mais bon, c'est vrai que tout ça coûte cher, hein? Mais non! Regarde, depuis 30 ans, les dépenses publiques sont restées stables par rapport à la richesse produite. Et c'est la Banque nationale qui le dit, hein? Au-dessus de nos moyens, même mon œil. Ah bon? Pourtant, la dette a explosé. Si c'est pas nous, c'est qui alors? Attends, reprenons. Pour assurer le bien-être de la population, l'État doit faire des dépenses. Pour ça, il a besoin de nos impôts. Oui. Et si ça suffit pas, il peut emprunter. Logique, sauf que moi, je suis d'accord de payer mes impôts pour tout ça. Mais quand je vois que des entreprises comme Electrabel ou ArcelorMittal font des milliards de bénéfices et qu'elles ne payent quasiment pas d'impôts, ça me dégoûte, hein? Ah ouais, on est bien d'accord. D'autant que notre gouvernement fait un paquet de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Et aux très riches aussi, entre parenthèses. Et ça veut dire moins de recettes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer tout ça? C'est justement pour ça que l'État s'endette. Et les conneries de Fortis, Dexia et compagnie, ça aussi, ça a coûté un pont à l'État, hein? Il a aussi fallu emprunter pour sauver les banques. Et emprunter à qui?
aux banques qu'ils ont raquetté une deuxième fois. Et boum la dette, et boum les intérêts. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que la dette c'est de notre faute? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Il n'y a pas d'alternative. Serrez-vous la ceinture. Le blanc coupe vous aidera à réduire votre dette. Coupez ici. Signez là. Oui, c'est qui ça? C'est la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. On appelle ça la Troïka. La spécialité de ces gens-là, c'est le massacre à la tronçonneuse, hein? Austérité, privatisation, casse sociale. Les Grecs, demande-le, ça en savent quelque chose. Troïka, tu dis. Et ils sont élus par qui, ces fous furieux? Par personne. Ben alors on s'en fout. Oui, enfin, c'est pas si simple. Le gouvernement a abandonné volontairement une partie de son pouvoir à cette Troïka. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus le choix. Il obéit, il signe, il coupe, il applique l'austérité. Mais c'est dégueulasse. Mais un peu, mon neveu, que c'est dégueulasse. Ben, en plus, ça ne marche pas. Les Grecs, ils bouffent du coupe-coupe depuis 3 ans et leur dette n'a jamais été aussi impayable. Impayable. Et quoi? Demain, ça va être notre tour alors. Et si on arrête de payer, qu'est-ce qu'ils foutent? Impossible, impensable. Il n'y a pas d'alternative. Impossible, impensable, impossible. Pourtant, dans d'autres pays, on l'a fait et il n'y a pas eu de catastrophe. Impossible, Bon, toi, la impensable, ferme. Nous, on veut bien rembourser la partie légitime de la dette, celle qui profite à tout le monde, mais pas plus. Alors, combien ça fait? Bonne question, ça. On n'a qu'à faire une enquête. Un audit, quoi. Un audit? Qu'est-ce que c'est ce drôle? Un audit de la dette. Ça sert à l'analyser en profondeur, pour savoir d'où elle vient, qui la détient, de quoi elle est faite, etc. Partout en Europe, des gens comme vous et moi se mobilisent. Ils mettent en place des audits citoyens de la dette publique pour savoir si c'est vraiment à nous de payer l'addition. Et pour savoir en fin de compte à qui profite cette dette. Alors, vous autres aussi, vous voulez savoir? Oui, on veut savoir.be. Alors, Olivier Bonfond, le petit dessin animé qu'on vient de voir appelle clairement à un audit de la dette publique. Donc, expliquez-nous ce que vous entendez, vous, par un audit de la dette publique. Un audit de la dette publique, en fait, c'est assez simple. C'est analyser de manière rigoureuse et critique les causes et les conséquences de l'endettement public. Donc, c'est-à-dire, c'est ouvrir les comptes des finances publiques belges et essayer de répondre à une série de questions tout à fait précises. Qui détient la dette publique belge? À qui a-t-on emprunté? Combien a-t-on déjà remboursé? À quel taux d'intérêt? À quoi cette dette a-t-elle servi? Combien le sauvetage bancaire a-t-il déjà coûté et combien va-t-il encore coûter? Et donc toute une série de questions très précises qui permettent de faire la lumière enfin sur les causes et les conséquences de l'endettement public et donc de permettre alors de décider ce qu'on en fait. Comment faire? En fait, il faut se rendre compte que dans les pays de l'Union européenne, il y a déjà toute une série d'initiatives qui sont prises, notamment en France avec un collectif pour un audit citoyen de la dette publique qui a été lancé, qui est signé par plus de 60 000 personnes avec des dizaines et des dizaines d'organisations qui travaillent ensemble pour analyser la dette publique française et ça donne des résultats vraiment très intéressants. Ils sont en train de découvrir des choses vraiment qui remettent vraiment en cause la légitimité de la dette publique française. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose tout simplement pour la Belgique. Alors, pour conclure cette émission, au-delà de la question de l'audit de la dette publique belge, vous proposez aussi un certain nombre d'alternatives pour sortir de la crise de la dette et pour sortir de la crise tout court. Quelques mots sur les alternatives que vous mettez en avant dans ce livre. Oui, donc d'abord dire que c'est clair que l'audit et l'annulation de la partie illégitime de la dette publique belge, pour nous, c'est une étape nécessaire mais non suffisante. Il faut combiner ces initiatives-là avec une série d'autres mesures. Et alors, je n'ai pas le temps effectivement de les développer, j'en développe beaucoup dans le livre, mais on pourrait dire que d'une part, il est fondamental de réguler le secteur financier. Ça fait depuis 2007 qu'on entend les grands responsables politiques européens dire que c'en est fini, on va moraliser le capitalisme financier, on va réguler tout le secteur et je défie les citoyens de me trouver une seule mesure un peu solide qui a été faite pour réguler et contrôler de manière stricte le secteur financier. Donc il faut le faire. Il y a des mesures qui sont petites mais très importantes, comme par exemple interdire la spéculation sur les produits dérivés, séparer les banques de développement
dépôt et les banques d'affaires, mais il ne faut pas non plus laisser de côté d'autres alternatives beaucoup plus globales, mais qui sont nécessaires, je crois, pour qu'une société fonctionne correctement. Notamment la création d'un pôle bancaire public, voire la socialisation de l'ensemble du secteur, pour qu'enfin la finance reprenne sa place, c'est-à-dire qu'elle devienne un outil au service du bien-être des populations et non pas un secteur isolé qui opprime sa population simplement pour essayer de réaliser des profits maximum à court terme. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je crois que c'est vraiment très important qu'on se rende compte que la Belgique est un pays riche qui, s'il le décidait, pourrait décider de mettre en place des mesures fiscales qui feraient qu'il peut se passer des marchés financiers. Et donc la FGTB Wallonne notamment, mais beaucoup d'autres aussi, développent plein de mesures fiscales comme la suppression des intérêts notionnels, un impôt exceptionnel sur les grosses fortunes, la lutte contre la grande fraude fiscale, l'augmentation de la progressivité de l'impôt et toute une série de mesures qui permettraient réellement de récolter plusieurs dizaines de milliards d'euros et alors de financer la justice sociale et de relancer l'activité économique, mais pas n'importe quelle activité économique, une activité économique socialement juste et qui enfin prend en compte le respect des équilibres écologiques de la planète. Olivier Bonfons, je vous remercie beaucoup pour ces explications qui, j'en suis sûr, auront intéressé et interpellé un grand nombre de nos spectateurs, de nos auditeurs ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste, conseiller au CEPAG et membre du CADTM et que vous venez de publier ce livre « Et si on arrêtait de payer ? 10 questions-réponses sur la dette publique belge et les alternatives à l'austérité ». J'invite également les téléspectateurs à suivre la campagne en cours pour un audit de la dette publique belge. Vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur le site de la FGTB Wallonne, www.fgtb-wallonne.be, ainsi que sur le site de la campagne, www.onveutsavoir.be. Merci beaucoup, bonsoir merci. Et à bientôt pour une prochaine émission.